Bonjour Agnès Verdet-Molinier, vous êtes la directrice de la fondation IFRAP qui évalue les politiques publiques et les investissements. Mais aujourd'hui, la Cour des comptes alerte, une alerte sévère sur l'état de la France, c'est l'état d'endettement de la France. Finalement, vous diriez, vous qui êtes donc dans ce think tank, on va dire, plutôt libéral, vous diriez, la Cour des comptes me donne raison ? Je dis que clairement, on est à peu près dans les mêmes chiffrages. C'est-à-dire qu'à la Fondation IFRAP, on dit qu'il faut économiser d'ici 2030 80 milliards d'euros à l'horizon 2030 par an. Et la Cour des comptes dit quoi ? Elle dit 9 milliards d'euros par an d'économies nécessaires. Donc ça veut dire, elle se fixe jusqu'à 2027. Ça veut dire 45 milliards d'ici 2027. Vous voyez, on est à peu près dans les mêmes chiffres. Oui, mais ce n'est pas vers ça qu'on va. En fait, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'on n'en parle pas, mais on est dans une situation où on va devoir, de toute façon, quel que soit le gouvernement, baisser la dépense publique d'environ 80 milliards d'euros d'ici 2030 et baisser la pression fiscale d'environ 60 milliards d'euros. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Oui, 9 milliards d'euros d'économies supplémentaires par an. Ça signifie quoi concrètement pour les Français ? Ça signifie tout simplement changer de modèle. Et c'est ça qu'il faut leur dire clairement. C'est pour ça que moi, je sors un audit de la situation de la France maintenant, avant l'élection, et pas après. Parce que souvent, vous vous en souvenez, Patrick, il y a une élection, il y a un programme, et puis derrière, tout d'un coup, 2 mois après l'élection, on dit finalement, c'est pas du tout ce qu'on croyait. Les finances publiques sont dans le rouge, les retraites sont pas finançables telles quelles, etc., etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les Français ? Tout simplement, faire comme ça s'est passé ailleurs en Europe, c'est-à-dire repousser l'âge de départ à la retraite, par exemple. On ne peut pas continuer avec 62 ans. Ce que proposent d'ailleurs beaucoup de candidats. Mais bien sûr, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Tous ceux qui proposent de revenir à 60 ans, par exemple, c'est gigantesque comme coût. C'est 27 milliards d'euros par an. Mais qui peut payer ça ? Ce que propose Marine Le Pen, même si elle est revenue dessus. C'est absolument impossible. Tous ceux qui proposent ça, que ce soit les uns ou les autres, mais c'est absolument impossible. Oui, augmenter la pression fiscale, c'est ce que propose Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Oui, mais c'est hors sol. De toute façon, mon sentiment, c'est que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir les crédibles et les non crédibles. Et ceux qui continuent à dire qu'on peut continuer à dépenser sans compter, à taxer les Français de plus en plus, qu'on se fiche de la dette, etc. On pourrait taxer les plus riches, c'est ce qu'on entend aussi. Oui, mais ceux-là ne seront pas crédibles. Voilà. Je pense que ceux qui seront crédibles, et on va le voir à mon avis à partir du moment où le président de la République va rentrer en campagne, il va être obligé de dire voilà, il va falloir baisser les dépenses, etc. Il faut repousser l'âge de départ à la retraite. Vous voyez, Vous pensez qu'il va tenir un discours comme ça, dur ? Je pense oui. Je pense qu'il est déjà en train de prévoir de réformer énormément l'éducation nationale, comme on n'a jamais prévu de le faire précédemment, le statut de la fonction publique, tout ça, ça va être au cœur du débat. Le modèle social, par exemple, il a déjà commencé à en parler, et d'autres en parlent aussi dans la campagne. Il y a tellement de fraude sociale dans notre pays. C'est plus possible, de l'ordre de 20 milliards d'euros par an, c'est gigantesque. Mais pourquoi c'est permis ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de contrôle. On peut additionner des aides. Souvent, les personnes qui touchent des aides, ils les accumulent et puis derrière, parfois, ils travaillent de manière non déclarée. Et ça ne se passe pas dans les pays du nord de l'Europe. Donc là, il y a une question de solidarité, certes, mais aussi derrière d'exigence. On ne peut pas dire il n'y a aucun problème, c'est open bar, derrière, il n'y a pas de contrôle de la fraude, et tout ça, c'est financé par les Français. Oui. On est le pays qui dépense le plus en dépenses de protection sociale. Oui, et en même temps, on voit de plus en plus de pauvres, on voit des situations difficiles, on voit aujourd'hui, il y a une grève à la RATP pour des augmentations de salaire, et on voit des Français qui, face notamment au coût de l'énergie, ont du mal à boucler les fins de mois. Mais paradoxalement, c'est la situation de dépenses publiques permanentes qui nous emmène dans cette inflation aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a ouvert les vannes de la dépense publique et en plus, on a dit aux gens d'aller arrêter de travailler. Et on les a mis au chômage partiel. Et on leur a fait croire que tout ça, c'était gratuit, que l'État pouvait payer et que finalement, rien n'allait changer. Mais c'est pas vrai. Moi, j'ai écrit il y a 1 an, vous m'aviez déjà reçu ici pour parler de ces sujets, qu'on allait vers l'inflation. Mais c'était sûr. Oui. Donc aujourd'hui, l'inflation, alors évidemment, l'inflation pour l'essence, on a l'inflation pour le coût, on le disait, de l'électricité, mais c'est une inflation générale. Mais c'est une inflation qui est liée à toutes les décisions qui ont été prises depuis le début de la pandémie. Et il fallait s'y attendre, il fallait le prévoir, il fallait l'expliquer aux Français. Oui. Est-ce qu'on peut avoir des augmentations de salaire ? Mais il faut aussi dire en face que la Banque centrale européenne doit prendre des mesures pour juguler cette inflation. Pourquoi personne ne dit qu'il faut maintenant augmenter les taux ? Parce que de l'autre côté, l'État, ça l'arrange bien d'avoir de l'inflation. Parce que ça permet de faire baisser mécaniquement la dette dans la richesse nationale. Ça permet aussi d'engranger beaucoup plus de recettes.
des impôts. Les Français payent beaucoup plus d'impôts grâce à cette inflation. Regardez, en 2021, le gouvernement, alors qu'il nous a dit qu'il avait énormément baissé les impôts, on a un taux de prélèvement obligatoire de 44,9. C'est quasiment le même que ce qu'on avait au début du quinquennat. C'était 45,1. Ça fait que 0,2 d'écart, ça fait 5 milliards. C'est rien du tout. Oui. Et là, par exemple, en 2022, on a de l'inflation en ce moment, mais les barèmes de l'impôt sur le revenu pour les Français, ils n'ont pas été revus à la hauteur de l'inflation qu'on va avoir, puisqu'elle n'était pas prévue. Résultat, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir beaucoup plus de recettes publiques. Donc on a un paradoxe, c'est qu'on va se sentir beaucoup plus pauvre dans un pays qui dépense toujours énormément d'argent public, et ça c'est plus possible. C'est plus possible d'être le pays qui dépense le plus, qui taxe le plus, et où il y a encore tellement de pauvreté, d'insécurité, et aussi de mauvaise qualité de nos services publics, il faut le dire. Mais Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a dit, vous vous rappelez, en 2012, disait-il, on a coupé à la hache, à l'aveugle dans les dépenses publiques, et qu'est-ce que ça a donné, dit-il? Eh bien, moins de croissance, plus de charges et plus de dettes. Est-ce qu'il dit la vérité? En réalité, la dépense publique par rapport au PIB, pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, ça n'a pas baissé. Donc moi, je veux bien, mais il y a eu des suppressions de postes au niveau de l'État, mais il y a eu des tonnes d'embauches au niveau des opérateurs de l'État et au niveau des collectivités locales. Et on a eu une masse salariale qui a augmenté. Donc où est la vraie baisse de la dépense publique à ce moment-là? Il n'y en a pas eu tellement. Et il y a eu à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, on s'en souvient, des augmentations d'impôts. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à raboter énormément les niches fiscales. Nous, on avait sorti des études à l'époque à la Fondation IFRAP pour montrer que toutes les baisses de dépenses étaient en fait des augmentations de la fiscalité, parce qu'ils avaient inventé cette expression de baisse de la dépense fiscale. Et en fait, en réalité, c'était des augmentations d'impôts. Donc, moi, je n'ai pas vu une énorme baisse de la dépense publique sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Oui. Comme je n'ai pas vu de baisse de la dépense publique sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, même hors crise. Et j'en ai pas vu non plus sous le quinquennat de François Hollande. Donc, alors, là, la Cour des comptes le dit. On est à 59% de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre pays. Et en plus, on s'est plus endetté en valeur que tous les autres pays de la zone euro. Et on a des besoins de financement qui sont gigantesques. Plus de 300 milliards d'euros par an encore de besoins de financement de l'ensemble de nos administrations publiques en 2022 et en 2023. Et qu'est-ce que craint finalement l'organisation de notre pays, notamment à Bercy? Ils craignent quoi? Qu'on ait une remontée des taux sur la dette. Et donc le paradoxe, c'est qu'on ne va pas vraiment juguler l'inflation parce qu'on se dit que si on augmente les taux au niveau de la Banque Centrale Européenne, ça va faire monter les taux sur la dette et que la charge de la dette de la France, elle va devenir intenable. Oui. Donc on 113% du PIB à la fin de l'année, la dette en France. 113% de dette, et puis une charge de la dette qui était très faible. On a passé toute une période où on disait on augmente la dette, mais c'est pas grave parce que la charge de la dette, elle baisse. Sauf que c'est fini ça. Voilà, on est en train de changer de paradigme. Et ce changement de paradigme, c'est le moment où il faut se rendre compte de tous les défis qu'on a face à nous. Parce que sinon, c'est là qu'on va aller dans le mur. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra plus financer la France, parce qu'on aura des taux qui vont augmenter tellement que la charge de la dette, elle va représenter très très vite, même si on n'était qu'à 4% à 10 ans. 4% à 10 ans, il y a quelques années, on trouvait que c'était un taux bas. Avant que la BCE, la Banque Centrale Européenne, se lance dans des rachats de dettes publiques, c'était des taux qui pouvaient paraître à peu près raisonnables. Aujourd'hui, si on extrapole ce taux de 4% dans les prochaines années ou 3,5%, très très rapidement, au bout de 4-5 ans, on est à une charge de la dette qui va dépasser les 80 milliards d'euros. Eh bien, ce sera plus finançable. Donc, si on veut éviter ça, il faut annoncer les bonnes réformes. Donc, quel que soit le gouvernement, il n'y aura pas le choix. Il faudra repousser l'âge de départ à la retraite, il faudra réorganiser les missions publiques. Il y a trop de problèmes sur les doublons administratifs dans notre pays. On l'a vu ces derniers mois avec encore plus d'acuité. C'est Kafka, la France. Donc, entre les collectivités locales, avec les régions, les départements, tout le monde qui se tire dans les pattes, les intercommunalités, les communes, de leur côté, l'État lui-même, mais aussi la sécurité sociale, les caisses d'allocation familiale, tout ça, c'est une organisation qui est absolument ubuesque et qui nous coûte 84 milliards d'euros de plus par an par rapport aux pays comparables. Oui. Donc les économies... des chiffres dans ce livre, Agnès Verdier-Molinier, le vrai état de la France. Les citoyens ont le droit de savoir, publié à l'Observatoire. Vous apportez aussi vos solutions en conclusion. Mais beaucoup de chiffres, 82 milliards de déficit commercial, 8e rang en Europe pour les investissements étrangers. On a l'impression que la France recule.
si vos chiffres sont exacts. La France n'a plus cette place. La France perd du terrain à l'international. On est aujourd'hui 23e en richesse par habitant. Dans les années 80, on était 11e. On a reculé. Et on a en France une moyenne de richesse par habitant qui est autour de 39 000 euros. Les pays du nord de l'Europe, c'est plus de 60 000 euros par habitant. Il y a un truc qui ne va pas. Oui, l'Allemagne aussi, vous citez des chiffres où l'Allemagne est au-dessus de nous aussi, avec 46 000 euros par habitant. Donc les Allemands, ils produisent énormément dans l'industrie. Plus de 700 milliards de valeur ajoutée industrielle en Allemagne. Nous, on est à 280 milliards. Les Italiens sont passés devant nous en valeur ajoutée produite dans l'industrie. On a détruit 2 millions d'emplois dans l'industrie depuis les années 80. Est-ce qu'on va fermer les yeux sur tout ça ou est-ce qu'on va se réveiller? On peut pas produire de la richesse sans travailler. Vous voyez, je fais un chapitre dans mon livre où je dis qu'il y a 7 milliards d'heures en moins par an par rapport aux pays comparables, d'heures travaillées en moins. Mais vous citez par exemple ce chiffre, 1454 milliards de dépenses publiques. Et on a l'impression qu'il y a de moins en moins de services publics. Mais c'est faux, en fait. On n'a jamais mis autant d'argent, mais on n'a jamais évalué. C'est-à-dire ce qui fait la force des démocraties qui sont bien gérées, qui ont adopté des freins à l'endettement public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es en croissance, tu t'endettes pas. Et puis quand il y a un problème, une grosse crise, une récession qui arrive, oui, on peut s'endetter. Donc c'est pas du tout ce qu'on fait. Nous, bon an, mal an, quoi qu'il se passe, qu'on soit en croissance ou pas, on s'endette. Pourquoi? Pas pour investir, pour fonctionner. Ben ça, c'est pas possible de continuer comme ça. Parce que finalement, on n'évalue pas du tout l'argent public qui est utilisé. Le Parlement, dans les pays qui sont bien gérés, il joue son rôle d'évaluateur. Il a des contrôleurs qui vont sur le terrain, qui disent « Mais attendez, l'argent n'est pas bien géré. Et les missions publiques ne sont pas claires entre les uns et les autres, etc. » Donc, ils réorganisent en permanence leur organisation publique. Nous, qu'est-ce qu'on a? On a un État qui fait semblant de décentraliser, encore avec la dernière loi qui est passée au Parlement, là, qui ne clarifie absolument rien. Donc, résultat, on paye à tous les étages, nous les Français, avec notre argent, des services qui sont pas bons. Voilà. Donc, si on veut avoir des meilleurs services, il faut qu'on sache qui est responsable de quoi. Par exemple, si la région s'occupait de l'éducation, on saurait que s'il y a des problèmes dans les résultats d'éducation, c'est la région qu'il faut aller voir. Aujourd'hui, on ne sait pas. Parce que la région s'en occupe un peu, le département s'en occupe un peu, les communes s'en occupent un peu, l'État, il embauche les profs, et puis finalement, on ne sait pas qui est responsable. Et puis alors le directeur d'établissement, il peut vous dire, non, moi je ne suis pas vraiment le manager, parce qu'en fait c'est l'inspecteur qui va noter les profs. Donc à la fin, on ne sait pas qui est responsable. Oui. Et ça, c'est le problème numéro 1 de la France, parce que les services publics se sont finalement tournés tellement vers eux-mêmes qu'ils sont plus dans une logique de se servir eux-mêmes que de servir les Français. Et pourtant, les dépenses sociales, c'est 32% de la richesse nationale. C'est gigantesque. Et on a quand même des travailleurs pauvres, 2 fois plus de travailleurs pauvres qu'en Allemagne, selon les chiffres OCDE. Ça devrait nous faire réfléchir. Parce que c'est pareil, on nous dit finalement le chômage, ça va mieux sur le front du chômage. Mais il y a énormément de personnes qui sont en ce moment en formation. On sait à la fin d'un quinquennat comment ça se passe. Il y a des grands plans de formation pour les jeunes, etc. Ça fait baisser mécaniquement aussi les personnes qui sont affichées comme chômeurs. Moi, si j'additionne les personnes qui sont au chômage et les personnes qui sont dans ce qu'on appelle le halo du chômage, qui sont au chômage mais qui ne sont pas tout de suite disponibles pour un emploi, on n'est pas à 7%, on est plutôt autour de 12-13%. Tandis que les Allemands, si vous additionnez ces deux catégories, ils sont à 7%. Alors oui, les Allemands, ils sont au plein emploi. Nous, on n'est pas du tout au plein emploi. Donc, c'est normal qu'on soit un peu désarçonné parce qu'il y a énormément de chiffres dont on a l'impression qu'ils sont très bons. Et puis, quand on gratte un peu et quand on regarde un peu l'envers du décor, on se rend compte que c'est pas si facile, si formidable que ça. Mais Emmanuel Macron a cramé la caisse, comme le disent certains de ses adversaires, Valérie Pécresse par exemple. Ce qui est certain, les chiffres sont là, c'est qu'on aura au moins 690 milliards de dettes en plus sur ce quinquennat. On n'a jamais vu ça. Dont va hériter le successeur ou lui, s'il est réélu. On n'a jamais vu ça. Et en plus, il y a un autre paramètre, c'est que dans les années qui viennent, on a beaucoup de dettes anciennes qui arrivent à échéance. Ça veut dire qu'il faudra réemprunter pour pouvoir faire rouler cette vieille dette. Et c'est là que ça va se tendre. C'est pour ça que la Cour des comptes dit que l'année 2023, c'est une année très importante. Parce que dans cette année 2023, il y a énormément de dettes anciennes qui arrivent à échéance, de l'ordre de 180 milliards d'euros. Et ça,
ça va nous mettre dans un corner parce que non seulement on devra financer le déficit de l'année, mais on devra aussi financer les vieilles dettes de la France. Et ça, ce qu'on est en train de voir pour l'année 2023, ça va se répéter énormément parce qu'on s'est tellement endetté que tous les ans, on va avoir des monceaux de dettes arrivant à échéance qu'il faudra refinancer. Et d'où le fait qu'il y a une alerte générale, mais il n'y a pas que la Cour des comptes. Beaucoup de grands patrons de ce pays s'inquiètent énormément aujourd'hui. Ils le disent peut-être pas tout haut, mais ils le disent dans des cénacles plutôt plus en privé. Oui. Beaucoup de hauts fonctionnaires de notre pays qui, moi, m'aident à la Fondation IFRAP avec toute mon équipe, sont très inquiets aussi de voir comment on gère ce pays et comment finalement nos finances publiques sont absolument exsangues aujourd'hui. Donc oui, il y a un décrochage de la France, oui, il faut affronter ce problème et il ne faut surtout pas le mettre sous le tapis parce que ça pourrait nous revenir vraiment en boomerang dans les prochaines années et peut-être beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Et moi, j'ai envie que ce pays sorte gagnant de cette situation, ne soit pas encore plus dans le décrochage, mais ça veut dire qu'il faut prendre les bonnes décisions et très vite, c'est-à-dire dans les 100 premiers jours. C'est ce que je propose dans le livre. Il y a 22 propositions très concrètes pour dire, voilà. Ça ne correspond pas trop aux promesses des candidats qu'on entend aujourd'hui. Hein. Mais en réalité, on est en campagne électorale, il faut dire. On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Il faut que les Français le sachent. Ce livre, c'est vraiment pour nos concitoyens, pour qu'ils comprennent la réalité des choses. Il faut qu'on produise chez nous. Si on veut produire chez nous, si on veut monter des boîtes chez nous, si on veut embaucher chez nous, si on veut créer de la valeur ajoutée chez nous, il faut changer ce système qui, finalement, est arrivé au bout du bout, c'est-à-dire dépenser plus, taxer plus, en travaillant moins, ça ne marche pas. Voilà. Donc maintenant, il faut dépenser moins, travailler plus et taxer moins. Et là, on pourra réussir à changer les choses. Et je suis certaine qu'on a tellement de talent en France, on a tellement d'énergie qui sont bridées. C'est comme si on avançait avec des sacs à dos lestés de plomb parce qu'on a tellement de normes, tellement de règles, tellement de taxes supplémentaires, tellement de complexité administrative. Si on lève un peu ce poids, mais les Français, ils vont donner beaucoup plus et on va réussir à beaucoup mieux s'en sortir. Mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on ait un cap qui soit clair et qu'on respecte aussi chacun de nos concitoyens. Par exemple, ce qui se passe en ce moment sur l'inflation en disant c'est pas grave, finalement on n'a qu'à laisser un peu filer l'inflation, c'est pas respectueux de ceux dont les revenus vont pas augmenter. Par exemple, les retraités, on sait que leurs revenus vont pas énormément augmenter. Qu'est-ce qui va se passer pour eux dans les prochains mois, dans les prochaines années? Donc là, il faut vraiment remettre les choses au clair et j'essaie de le faire en tout cas avec ce livre. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier. Le vrai état de la France. Les citoyens ont le droit de savoir. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir été avec nous. Merci.